Chers amis, bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous dans ce salon Foch du Cercle Interallié. Bienvenue à vous tous qui participez à cette conférence Procléro en web conférence. Je suis très heureux de vous accueillir au nom de la SICAF Procléro et du groupe Mandarine Gestion Mescar qui gère la SICAF Procléro. Avant de vous présenter notre conférencier de ce jour, je vous fais un point bref sur la SICAV Procléro pour vous dire que Procléro se porte bien à tout point de vue. D'abord, du côté de l'éthique et de sa performance éthique, l'équipe des analystes avance bien dans l'élaboration d'un reporting d'impact et de fécondité, comme on l'appelle, en s'appuyant sur la doctrine sociale de l'Église. C'est une grande nouveauté, je pense, dans le monde de la finance. Donc, très beau travail que mène l'équipe des analystes. Je les remercie de leur engagement. Performance financière, bon, c'est pas mal, c'est bien, 4,73 depuis le début de l'année. C'est pour un fonds qui n'a que 20% d'actions, c'est bien, très bien. Donc, merci aussi à la gestion. D'ailleurs, la gestion aussi, très belle performance des équipes de gestion de Mandarine qui ont reçu un très beau prix qui récompense la qualité de leur gestion sur les 3 dernières années. Ce prix, c'est les Globes de la gestion 2025 dans la catégorie flexible ISR. Alors, c'est la 5e fois que Procléro, dans son histoire, reçoit un prix. Je ne connaissais pas trop ce monde des prix, je vous avoue, et j'ai découvert quand même qu'il y a des prix qui ont un peu de valeur, d'autres qui n'ont pas beaucoup de valeur, et d'autres qui ont beaucoup de valeur. Et les Globes de la gestion, c'est un prix qui a beaucoup de valeur parce qu'il analyse pendant 3 ans toutes les décisions de gestion prises par les équipes. Donc, c'est assez pointu comme prix. Donc, bravo aux équipes de Mandarine Gestion pour cette belle performance et pour ce prix mérité. Alors, venons-en maintenant à notre intervenant de ce jour, que je suis très heureux d'accueillir, Olivier Chevreau. Outre le fait d'être un auditeur fidèle des conférences Procléro, depuis plusieurs années, Olivier Chevreau a assumé de grandes responsabilités dans un grand groupe, qu'on ne citera pas. Il était le directeur financier et le directeur RSE. Et cette expérience lui a valu de beaucoup réfléchir, à la lumière de la doctrine sociale de l'Église, à la manière d'articuler la performance financière et la performance RSE. Il s'est littéralement passionné par cette articulation, au point d'en faire une nouvelle étape de sa vie professionnelle. Et aujourd'hui, il est associé EY et conseille des grandes entreprises sur la manière de conjuguer cette double performance. Donc, performance financière, performance RSE. La doctrine sociale de l'Église a été et reste pour Olivier une source d'inspiration. Merci Olivier de nous partager ta réflexion, ton expérience et les modèles innovants que tu es en train de développer. La doctrine sociale de l'Église est inspirante. Quels modèles innovants peuvent être mis en place dans l'entreprise pour articuler durablement et concrètement performance financière et RSE, DSE? Voilà le thème de ton intervention. Nous sommes très, très curieux de t'écouter. Olivier, à toi la parole. Merci beaucoup, don Pascal André. Bonjour tout le monde. Donc, dans ce propos, quelques principes. Tout d'abord, je me place du point de vue de l'entreprise, clairement, et non pas du point de vue de collectivité, d'État ou d'organisation non gouvernementale. Donc, vraiment du point de vue de l'entreprise. Et je vais essayer, en effet, je vais parler de DSE, de RSE, donc DSE, doctrine sociale de l'Église, RSE, responsabilité sociale et environnementale.
Et souvent, dans mon propos, vous verrez que les deux sont assez liés. Pourquoi? Parce que je considère, en regardant l'histoire, que souvent la DSE a été innovante, a apporté des notions, a apporté des sujets qu'ensuite la RSE a assumés. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, la nécessité de mettre en place des syndicats qui vont négocier les différentes conditions sociales. Par exemple, la nécessité, je dirais, d'incentiver les salariés au capital de l'entreprise. Par exemple, la nécessité d'avoir un repos hebdomadaire, avoir un juste salaire ou salaire décent. Par exemple, sur la nécessité de rémunérer toutes les parties prenantes, ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, le devoir de vigilance. Si je vous reprends le salaire décent, c'est une notion que vous retrouvez dans Rerum Novarum de 1891, dans Quadragesimo Anno de 1931, mis en place par un certain groupe Michelin en 2024. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser à un principe tout particulièrement, qui est le principe écosystémique, c'est-à-dire tout est lié. Parce que je considère que ce principe, en fait, est un levier très important pour pouvoir bâtir un modèle de performance durable, articulant performance financière, sociale et environnementale. Aujourd'hui, vous le savez, on est face à une situation où la plupart des entreprises ont deux silos, un silo financier, un silo RSE. Les directeurs financiers faisant de la finance, de la performance financière, les directeurs RSE faisant de la performance ESG. Et évidemment, c'est l'une des raisons pour lesquelles ça n'avance pas en termes de lutte contre le changement climatique, contre la chute de la biodiversité ou contre la réduction des inégalités. Donc, on va essayer d'analyser ce concept, tout est lié. Quand on parle d'entreprise, on parle d'abord de profit. Une entreprise doit réaliser du profit. C'est important pour sa survie, pour être en capacité d'investir, de payer ses salariés, de payer ses parties prenantes, ses fournisseurs, et ainsi de suite. Dans Centesimus Annus, en son paragraphe 35, l'Église reconnaît le rôle pertinent du profit comme indicateur du bon fonctionnement d'un établissement. Donc, c'est bien de faire du profit. C'est bien de pouvoir dégager du profit pour pouvoir investir, pour pouvoir préserver son avenir. Mais toute la doctrine sociale de l'Église, et c'est ça qui est très intéressant, a toujours lié cette recherche du profit à d'autres éléments. Au moment de Rerum Novarum et de Quadragesimo Anno, que j'ai déjà cité, le sujet était comment s'assurer que la recherche du profit garantit des bonnes conditions sociales pour les employés, pour les salariés, rémunération incluse. Il n'est pas question de faire un profit au détriment des employés. Et si on continue dans les différentes encycliques au fil du XXe siècle, on a évidemment l'articulation entre recherche de profit et respect des droits humains. On pense à Pacem in Terris, par exemple. Ou respect de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de rémunérer correctement vos fournisseurs. Ou toute autre personne qui contribue à la production, je dirais, des produits et services d'une entreprise. Je vous cite Populorum Progressio dans son paragraphe 14. Le développement ne s'est réduit pas à une simple croissance économique. Pour être authentique, il doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout l'homme. Donc, c'est important, c'est-à-dire qu'une entreprise ne doit pas se soucier uniquement de ses employés, mais doit s'assurer que tous les hommes qui contribuent à sa chaîne de valeur soient aussi respectés dans leur intégrité, et évidemment aussi dans la façon dont ils sont rémunérés. Donc, articulation, profit, employé. Articulation, profit, droits humains. Profit, partie prenante. Et bien sûr, l'articulation que vous attendez, c'est aussi le profit et la recherche de l'environnement. Et le respect de l'environnement, pardon. Donc, je cite Laudato Si, en son paragraphe 141, « Une écologie économique est nécessaire, capable d'obliger à considérer la réalité de manière plus ample. La protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément. » Donc, comment articuler profit et environnement? On sait que tout est lié. Une encyclique qui a beaucoup compté pour moi, justement, pour travailler cette articulation, ça a été Caritas in Veritate de Benoît XVI, qui précise que le profit est utile si, en tant que moyen, il est orienté vers un but
qui lui donne un sens relatif, aussi bien à la façon de le créer que de l'utiliser. La visée exclusive du profit, s'il est produit de façon mauvaise ou s'il n'a pas le bien commun pour but ultime, risque de détruire la richesse et d'engendrer la pauvreté. Donc là, Benoît XVI met en place 2 éléments clés. La façon dont on constitue le profit, donc on contribue à réaliser ce profit, et la façon dont les produits et services sont utiles à la société et contribuent à un bien commun. Vous allez voir que ces 2 éléments sont critiques ensuite pour bâtir des modèles de performance durables. Ainsi, la recherche du profit est légitime et morale pour toute entreprise, si vraiment la finalité de l'entreprise l'est, et si vraiment les modalités de génération du profit le sont, à savoir en respectant les ressources humaines, naturelles, bref, l'impact social et environnemental d'une entreprise. Tout est lié. Alors, c'est vrai au niveau d'une entreprise, mais la DSE va plus loin, en mentionnant, depuis les années 70, que le problème est plus global que celui d'une entreprise en tant que telle, et que le problème est lié notamment au modèle de développement des entreprises. Elle reconnaît le danger et l'inanité de certains modèles d'entreprise, parce qu'ils vont contribuer à accroître les inégalités ou les injustices, par exemple. Je vous cite Solicitudo Rei Socialis, donc de Jean-Paul II, en son paragraphe 15. En bref, de nos jours, le sous-développement n'est pas seulement économique, il est également culturel, politique et tout simplement humain. Comme le relevait déjà, il y a 20 ans, l'encyclique Populorum Progressio de Paul VI. Il faut donc ici se demander si la réalité si triste d'aujourd'hui n'est pas le résultat, au moins partiel, d'une conception trop étroite, à savoir surtout économique du développement. Donc, Jean-Paul II cite le fait que si nous ne recherchons que la performance financière, on peut être amené à générer un certain nombre d'inégalités, d'injustices dans notre façon de réaliser notre vie économique. Autre élément important, là aussi mentionné dans Solicitudo Rei Socialiste, le fait que la société qu'on est en train de construire est une société de consommation qui recherche plus l'avoir que l'être, où finalement le but des entreprises est de proposer des produits les uns après les autres, et que le bonheur serait garanti par le fait d'avoir ces produits-là. Et évidemment, c'est un problème, puisque ça contribue je dirais, à consommer énormément de ressources naturelles, et ça contribue à noyer le bonheur humain dans une volonté toujours insatisfaite de détention, ce qui est contraire à la doctrine sociale, qui va parler plutôt de destination universelle des biens, de comment faire en sorte que ces biens soient nécessaires et utilisés par tous. Donc, cette recherche de croissance à tout prix, de production de produits et de détention des produits, encore une fois, Benoît XVI le dénonce dans Caritas in Veritate, au paragraphe 32. Cela demande une réflexion nouvelle et approfondie sur le sens de l'économie et de ses fins, ainsi qu'une révision profonde et clairvoyante des modèles de développement pour en corriger les dysfonctionnements et les déséquilibres. À trop vouloir de la performance financière uniquement, on va générer des impacts sociaux et environnementaux désastreux. Là aussi, le pape François, dans Laudato Si, je dirais, va dans le même sens, en mentionnant dans son paragraphe 6, mon prédécesseur Benoît XVI a renouvelé l'invitation à éliminer les causes structurelles des dysfonctionnements de l'économie mondiale et à corriger les modèles de croissance qui semblent incapables de garantir le respect de l'environnement. Donc, si je résume, rechercher du profit pour une entreprise, c'est bien, c'est moral, à condition que cette recherche du profit garantisse le fait que toutes les ressources qui soient utilisées pour générer ce profit soient aussi morales, à condition aussi, deuxième cas, que l'utilité du bien, du produit ou service que vous mettez au service de la société soit aussi morale et serve le bien commun. Néanmoins, à force de travailler uniquement la performance financière, la situation qu'on vit, c'est une augmentation du réchauffement climatique, la chute de la biodiversité, une consommation des ressources
naturelle extrêmement importante, une augmentation des inégalités, des injustices et une société de consommation tournée vers l'avoir plus que l'être. Donc, il y a bien un enjeu de modèle de développement au niveau global, mais aussi au niveau des entreprises. Donc, comment faire pour bâtir un modèle de développement durable au niveau d'une entreprise? Alors, là aussi, l'un des sujets premiers qui m'a motivé dans mon parcours, en tant que directeur financier, vous le savez, on travaille une performance financière. Une performance financière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va analyser les données d'une entreprise pour essayer de savoir d'où est généré le profit. Est-ce que c'est lié à une marge? Est-ce que c'est lié à un EBITDA? Est-ce que c'est lié à un retour sur des capitaux employés? Qu'importe. Selon les modèles d'affaires des entreprises, la façon de générer le profit sera différente. Une société de grande distribution, on se posera beaucoup les questions des délais de paiement entre les clients qui payent comptant versus les fournisseurs qu'on paye à un certain durée. On se posera pour une entreprise industrielle et commerciale, la façon dont on va produire et ajouter de la valeur ajoutée industrielle à un produit et la façon dont on va mettre le prix en face de tous les coûts qui ont été générés, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait en tant que directeur financier? On va analyser des données pour essayer de savoir d'où vient le profit. Et on va accepter d'avoir des indicateurs pour essayer de pister, suivre, piloter cette performance financière pour essayer de l'améliorer. Et j'en ai cité quelques-uns, la marge nette, le résultat opérationnel, l'EBITDA, et ainsi de suite. On peut faire évidemment la même chose du point de vue ESG. Si on fait du point de vue ESG, on va se dire, bah voilà, j'ai une empreinte carbone, comment vais-je optimiser mon empreinte carbone? Je vais définir un indicateur et je vais le piloter. Mais vous voyez bien que c'est insatisfaisant. On est toujours en train de raisonner en silo, en train d'un côté la finance, de l'autre côté l'ESG. Donc, le premier travail, et là aussi la DSE peut nous aider là-dessus. Benoît XVI, rappelez-vous, nous disait une entreprise génère un profit moral à partir du moment où le contenu de ses produits et services l'est et l'utilité de son produit l'est. Donc là, vous avez une question qui est très importante, c'est à partir de l'analyse des données, quelle est finalement la valeur extra-financière de mon produit et service que je vais devoir articuler à ma valeur financière? Prenons des exemples. J'ai pu accompagner par exemple une entreprise de peinture. Une entreprise de peinture, quand on analyse les différentes données financières, extra-financières, environnementales et sociales, on se rend compte qu'il y a deux éléments qui sont absolument critiques. Ça va être notamment le contenu carbone d'un pot de peinture. Pourquoi? Parce que les distributeurs qui vont être les premiers clients de cette entreprise sont engagés à se décarboner et vont demander à leurs fournisseurs de se décarboner. Et le deuxième élément, ça va être le contenu pollution. Parce que vous et moi, quand nous peignons chez nous, on souhaite qu'il n'y ait pas de problème respiratoire pour nous ou pour nos enfants. Donc, en analysant la donnée financière couplée à la donnée environnementale et sociale, on arrive à déterminer quels sont les enjeux clés d'un modèle d'affaires. Et ces enjeux clés, ça va être la valeur extra-financière qu'on va pouvoir lier dans un deuxième temps à la valeur financière. Je vais vous prendre un autre exemple. Imaginez une société de câbles électriques. Un câble électrique, son contenu est vraiment lié notamment au conducteur, au cuivre et à l'aluminium qui est contenu dans ce câble électrique. Donc, si j'analyse les données financières, environnementales et sociales, je vais très rapidement tomber sur le fait que le cuivre, l'aluminium, est un enjeu clé pour cette société. Et que si je ne tiens pas compte de ça, je vais avoir un problème de performance financière. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que le cuivre est quand même un métal rare. Et donc, si on regarde les statisticiens, à horizon 2030, on voit qu'on est en situation de pénurie de cuivre et d'aluminium. Donc, en tant qu'entreprise, j'ai deux possibilités. Soit j'en tiens pas compte et je reste sur une logique de marge financière. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me prendre la pénurie de cuivre et d'aluminium à horizon 2030. Soit au contraire, je me dis non, j'ai des enjeux clés, notamment liés au cuivre et à l'aluminium, et il faut absolument que j'en tienne compte dans mon modèle d'affaires, de façon à rajouter de l'extra-financier dans ma façon de piloter l'entreprise et à s'assurer que
quand la pénurie de cuivre et d'aluminium arrivera, cette société, elle sera plus robuste et résiliente que si je n'en avais pas tenu compte. Donc je reprends. En analysant les données financières, environnementales et sociales, on arrive à déterminer quels sont les enjeux clés d'un modèle d'affaires. Mine de rien, c'est un sujet très important aujourd'hui, parce que vous savez que la façon de piloter le l'ESG aujourd'hui, la plupart du temps, c'est des tableaux de bord. Des tableaux de bord où on va vous demander de tout faire, c'est-à-dire d'augmenter votre chiffre d'affaires, d'augmenter votre profit, d'améliorer la diversité de votre COMEX, de décarboner vos activités, de réduire vos déchets, ainsi de suite, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la plupart du temps, les entreprises n'arrivent pas à réaliser la totalité des éléments du tableau de bord. Et c'est logique, à trop vouloir embrasser mal étreint. Si on a 15, 20 indicateurs, évidemment, on n'arrivera pas à tous les réaliser. Donc la nécessité de resserrer le sujet sur les enjeux clés d'un modèle d'affaires, elle est critique, parce qu'elle vous permet de vous focaliser sur ce qui est le plus impactant pour votre entreprise. Je vous ai donné des exemples. Le contenu carbone, le contenu pollution pour une entreprise de peinture, le contenu, je dirais, cuivre, aluminium pour une entreprise de câbles électriques. Et si je prends une boîte de service, par exemple, une mutuelle que j'ai pu accompagner, eh bien, la mutuelle, étonnamment, ce n'était pas la consommation d'eau de l'immeuble qui était le plus important. Mais vous comprenez bien pourquoi. Le sujet le plus impactant, c'était quoi? C'était que cette mutuelle, elle va mettre en place des prestations de services de mutuelle santé pour ses adhérents. Donc les sujets les plus importants étaient les sujets de santé humaine et d'inclusion sociale. Le fait que quand vous êtes suivi par une mutuelle, vous pouvez bénéficier, rester actif grâce à cette mutuelle. Donc, travailler la donnée pour essayer d'identifier quelle est la valeur extra-financière d'un business vous permet de déterminer quels sont les enjeux clés de ce business. Le but est de simplifier pour impacter. Le but n'est pas de dire « Ah, finalement, je vais faire santé et inclusion sociale pour ma mutuelle et tout le reste, je ne le fais pas. » Non, ce serait un petit peu simple. L'idée est plutôt de se dire « Il y a des sujets business que ceux-là, il ne faut pas louper parce qu'ils sont au cœur de l'activité de ce modèle d'affaires. Il y a d'autres sujets qui sont importants, mais qui relèvent peut-être plus d'une direction transverse, d'une direction RH, si c'est des santé de sécurité au travail, d'une direction opérationnelle, si c'est des enjeux de pollution, etc. » Aujourd'hui, la RSE est un peu trop comprise comme un catalogue où il faut l'appliquer partout, en tout temps, en tout lieu, de la même façon. Ce n'est pas la réalité des entreprises. Les entreprises ont tous des modèles d'affaires différenciés et en analysant la donnée financière couplée à la donnée environnementale et sociale, vous allez déterminer des enjeux clés qui sont propres à la société en tant que telle, que vous suivez. Donc, premier travail, déterminer les enjeux clés à partir des données pour objectiver le débat. C'est aussi un sujet parce que souvent la RSE est incarnée par un dirigeant, que ce soit le directeur RSE, le directeur général et ainsi de suite. Ce qui est très bien, parce que la RSE a besoin d'incarnation. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas que la RSE devienne la marotte de cette personne-là et de son passé, de son histoire. J'ai été très sensible, par exemple, à des sujets de sécurité au travail. Je travaille aujourd'hui dans un cabinet de conseil. OK, si j'impose à tout le monde les sujets de sécurité au travail soient critiques pour mon entreprise, vous voyez bien qu'il y a une dichotomie entre la réalité du cabinet de conseil et du travail de consultant et l'enjeu de sécurité au travail. L'enjeu de sécurité au travail s'entend très bien dans un environnement industriel, dans un environnement de bureau. Bon, c'est moins critique. Donc, identifier ces enjeux clés, cette valeur extra-financière de votre modèle d'affaires est extrêmement importante. C'est le premier travail. Le deuxième travail, là aussi, la DSE nous aide à nous poser la bonne question. Et je vais citer Jean-Paul II dans Centesimus Annus, dans son paragraphe 35. Il dit « Le profit est un régulateur dans la vie de l'établissement, mais il n'est pas le seul. Il faut y ajouter la prise en compte d'autres facteurs, humains, moraux, environnementaux, etc. » En fait, on a la solution. C'est-à-dire que plutôt que de piloter la boîte uniquement d'un point de vue financier, prenons des indicateurs financiers couplés à des indicateurs RSE. C'est ce que nous propose Jean-Paul II. Dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, je vous ai mentionné, OK, si je suis en entreprise de câbles électriques,
j'ai un des sujets qui est très important, c'est le cuivre ou l'aluminium. Pourquoi? Parce que j'ai un enjeu de pénurie de ressources. Je peux piloter mon groupe par la marge financière, mais je peux le piloter par la marge financière rapportée à la tonne de cuivre vierge. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai combiné un indicateur financier avec un indicateur environnemental. Et en faisant cela, je cherche à maximiser le profit, comme toute entreprise doit le faire, en minimisant mon empreinte ressource. Et je sors d'une logique volumique pour être sur une logique valeur. Et vous voyez qu'évidemment, c'est extrêmement vertueux, parce que ça veut dire que tous les directeurs généraux de toutes les entités vont essayer d'augmenter le contenu recyclé du cuivre, et vont essayer de favoriser les produits, les câbles en l'occurrence, qui utiliseront le moins de ressources avec le plus de marge financière. Et vous êtes bien en train d'articuler votre performance financière et votre performance environnementale. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes en train aussi d'articuler votre résilience et votre performance. Le but, c'est pas que votre entreprise fasse le maximum de profit cette année pour disparaître dans 5 ans. Votre but, c'est d'essayer de faire en sorte que vous fassiez du profit cette année, mais que dans 5 ans, vous soyez toujours là. Donc, il faut articuler la RSE et la finance, le long terme et le court terme, la résilience et la performance. On ne peut pas être dans une dichotomie résilience contre performance, performance contre résilience. L'objectif de cette approche, premièrement, de partir de la donnée pour définir les enjeux clés. Deuxièmement, de toujours analyser en combiné le financier et l'extra-financier. Ça vous permet d'articuler le long terme et le court terme. Tout à l'heure, je disais que Benoît XVI avait une parole très importante dans Caritas in Veritate, où et je répète la phrase parce qu'elle a son importance. Le profit est utile si, en tant que moyen, il est orienté vers un but qui lui donne un sens relatif, aussi bien à la façon de le créer que de l'utiliser. La visée exclusive du profit, s'il est produit de façon mauvaise ou s'il n'a pas le bien commun pour but ultime, risque de détruire la richesse et d'engendrer la pauvreté. Encore une fois, j'ai des produits et j'ai deux possibilités. Soit j'essaye d'améliorer la façon dont ces produits sont faits, hein, c'est tout le travail de toutes les ressources naturelles et humaines que j'ai utilisées pour générer ce profit et produire ce produit, soit j'essaye d'améliorer l'utilité de ce produit. Ben, vous avez un troisième levier. Premier levier, j'analyse les données pour déterminer ce qui sont les enjeux clés d'un modèle d'affaires. Deuxième levier, j'analyse de manière combinée le financier et l'extra-financier. Troisième levier, il faut que j'analyse les enjeux extra-financiers, soit sur le contenu des produits, soit sur l'utilité du produit. Et c'est là où on arrive dans des modèles de performance durables. Si je suis un groupe, je prends un engagement de décarbonation. Et je me dis, allez, je décarbone mon scope 1 et 2. Donc le scope 1 et 2, c'est toutes les émissions carbone liées à mes opérations. C'est très bien. Je vais mettre en place un certain nombre d'investissements, de dépenses pour réduire mon scope 1 et 2. Mais est-ce que je suis en train de changer de modèle d'affaires? Pas du tout. Je suis juste en train de décarboner mes opérations. On voit bien que le changement de modèle d'affaires intervient à partir du moment où on travaille tout le contenu de mes produits et services. Donc à ce moment-là, si je parle en termes carbone, ce serait le scope 1, 2 et 3 amont. Je vais vous donner des exemples, hein, rassurez-vous. Soit je travaille l'utilité de mon produit. Et à ce moment-là, ce sera les enjeux de scope 3 aval. Prenons par exemple une industrie automobile. Une industrie automobile qui a l'habitude de faire des véhicules thermiques. À partir du moment où ils ont pris l'engagement contraint par la réglementation de passer sur des véhicules électriques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en train de travailler leur scope 3 aval de l'empreinte carbone, donc toute la partie utilité, émissions carbone liées à l'usage. Et vous êtes bien d'accord qu'ils sont en train de changer de modèle d'affaires. De passer de modèle thermique à modèle électrique, c'est un changement majeur de modèle d'affaires. Si je reprends mon exemple de câble électrique, j'ai deux possibilités. Soit je me dis, je cherche à baisser le contenu carbone de mes câbles. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler toutes mes émissions en interne et je vais travailler les émissions chez mes fournisseurs. Donc, scope 1, 2 et 3 amont. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est qu'à chaque fois que j'aurai baissé ce contenu carbone, je vais pouvoir proposer à mes clients des offres bas carbone.
Donc, je suis bien en train de changer de modèle d'affaires. Je ne pilote plus uniquement en termes de performance financière, je raisonne en performance financière rapportée à la tonne carbone de tout le contenu carbone de mon produit. C'est une possibilité. Mais la deuxième possibilité est tout aussi vraie. C'est-à-dire que plutôt que de travailler le contenu carbone, je vais travailler l'utilité. Un câble, ça peut servir à connecter un parc photovoltaïque ou une centrale à charbon. Et vous vous doutez que je n'aurai pas les mêmes émissions carbone en termes d'usage de ce câble-là. Et donc, si je décide de travailler mon scope 3 aval, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir mes clients, choisir mes types de produits en fonction des émissions liées à l'usage. Et je suis aussi en train de changer de modèle d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que, 1, on détermine les enjeux clés d'un modèle d'affaires pour pouvoir resserrer le sujet sur ce qui est le plus impactant. Quelle est la valeur extra-financière de mon produit, de mes services? 2, pour pouvoir piloter, évaluer un groupe, on va ajouter du financier, enfin de l'extra-financier au financier, pour toujours raisonner en combiné, en articulant performance financière, sociale et environnementale. Et 3, si je fais ce raisonnement-là aux bornes, soit du contenu de mes produits, soit de l'usage de mes produits, je suis en train de mettre en place un modèle de performance durable. Un modèle qui va transformer mon entreprise et qui va m'assurer de vraiment articuler performance et résilience. Alors, vous allez me dire, c'est bien, mais parfois on n'a pas toutes les solutions. C'est vrai. On n'a pas toutes les solutions, elles n'existent pas toutes. Mais là aussi, la DSE peut nous aider. Elle nous mentionne plusieurs solutions et je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Premier élément, je l'ai mentionné tout à l'heure, un des problèmes que pointait du doigt Jean-Paul II dans Solicitudo Rei Socialis, c'est le fait de vouloir toujours produire des produits additionnels et être dans une logique d'accumulation, de détention, de propriété du produit additionnel, plutôt que d'être dans une logique de l'être. Donc, l'avoir au détriment de l'être. Eh bien, il est tout à fait possible pour une société d'entrer dans une logique d'économie d'usage. Je vous prends une société, par exemple, de vélos, de vendeurs ou de producteurs ou de vendeurs de vélos. La logique que j'ai suivie précédemment va me permettre peut-être, par exemple, de diminuer le contenu carbone de mon vélo, qui est lié au caoutchouc des pneus, qui est lié au cadre en aluminium. Elle va aussi me permettre de définir quel est le niveau de vélo, enfin le volume, pardon, de vente de vélo que je vais devoir vendre pour pouvoir réaliser le profit que je souhaite faire. Mais si je souhaite à la fois me décarboner et augmenter mon profit, il y a un moment où cette équation ne marchera pas. C'est-à-dire, il y a un moment où le vélo additionnel sera au détriment de l'empreinte de la décarbonation. Et c'est là où vous entrez dans l'économie d'usage. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vendez 80% de vélos neufs et 20% de vélos d'occasion, mais si vous voulez que votre équation financière / carbone fonctionne, il va falloir sans doute passer de 80% de vélos neufs à 40% de vélos neufs, 40% de vélos d'occasion et 20% de location de vélos. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que le raisonnement de rechercher la destination universelle des biens vous permet de résoudre l'équation entre performance financière et performance environnementale. Parce que vous allez être dans une logique où le bien que vous produisez en tant qu'entreprise, il faut qu'il serve le plus grand nombre. Comment faire en sorte qu'il serve le plus grand nombre? Notamment aller dans une logique d'économie d'usage. Deuxième idée qu'on trouve dans la DSE, une idée que j'aime beaucoup. Je vous cite Caritas in Veritate, encore, dans son paragraphe 41. Dans le but de créer une économie qui, dans un proche avenir, sache se mettre au service du bien commun, national et mondial, il est opportun de tenir compte de cette signification élargie de l'entrepreneuriat. Cette conception, plus large, favorise l'échange et la formation réciproque entre les diverses typologies d'entrepreneuriat, avec un transfert du monde du non-profit à celui du profit et vice-versa.
Là, vous avez une idée très forte de la DSE, c'est les entreprises toutes seules n'arriveront pas forcément à résoudre l'équation entre performance financière, sociale et environnementale. Mais en revanche, il y a des entreprises, des organisations qui sont dans le non-profit, les ONG par exemple, les organisations non gouvernementales, les universités, qui peuvent vous apporter ce qui vous manque. Je vais vous donner 2 exemples. Tout à l'heure, je parlais d'une entreprise de peinture, où on s'est rendu compte que pour cette entreprise de peinture, ce qui est le plus critique, c'est notamment le contenu carbone et le contenu pollution de chacun des pots de peinture. Et si on analyse plus finement, on se rend compte qu'une peinture qui est très problématique, c'est la peinture blanche. Pourquoi? Parce qu'elle combine souvent une marge financière faible, hein, parce que c'est un produit d'appel, avec un contenu carbone et un contenu pollution élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a du dioxyde de titane à l'intérieur. Le dioxyde de titane, il est extrêmement important parce que c'est lui qui a le pouvoir occultant. C'est lui qui fait en sorte que vous peignez 2 fois et non pas 6 ou 7 fois pour avoir vraiment un rendu qui soit satisfaisant. Donc, l'un des enjeux, c'est que si l'entreprise souhaite, et elle le souhaite, améliorer ses produits d'un point de vue environnemental, à un moment, il faudra remplacer le dioxyde de titane. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas de solution technologique pour le faire. D'où l'intérêt de la recherche fondamentale, d'où l'intérêt de travailler avec des universités pour essayer de trouver quelle est la solution qui permettra demain à cette entreprise d'avoir une peinture blanche qui soit vertueuse et qui soit évidemment, comment dire, et ça sera un axe de différenciation majeur par rapport à la concurrence. Autre exemple. Dans mon précédent groupe, on avait notamment monté des offres d'électrification de villages en Afrique. Dans ces offres, le principe était le suivant, il s'agissait d'électrifier les différents villages et d'apporter le financement pour les aider à réaliser cette électrification. Et puis, un client, le directeur général d'un opérateur, nous disait « Mais on a un problème aujourd'hui dans un certain nombre de villages, c'est que tout a été électrifié jusqu'au compteur, mais rien entre le compteur et l'habitation. » Pourquoi? Parce qu'il manquait cette ressource importante qui est l'électricien local qui soit capable de réaliser cette électrification. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a réfléchi, on a interrogé les parties prenantes, et la partie prenante qui nous a aidés, ça a été une ONG. L'ONG nous a dit, mais nous, on peut vous accompagner à former un électricien par village à chaque fois que le groupe électrifie chaque village. On forme un électricien ou une électricienne par village. Et voilà la solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on faisait une association entre une entreprise qui fait du profit et une ONG qui ne recherche pas le profit. L'ONG apporte son expertise sociale. Elle est capable de former les villageois à devenir électriciens. L'entreprise ne sera jamais capable d'avoir cette expertise sociale. Évidemment, l'opérateur électrique était favorable. Pourquoi? Parce que l'opérateur électrique disait, bah oui, ça m'intéresse. Dans la mesure où maintenant le village sera connecté, ils pourront payer le réseau qu'on a mis en place. C'est forcément intéressant. Et le surcoût de l'ONG, il est prêt à le prendre en charge parce que finalement, ce n'est pas grand-chose par rapport aux bénéfices qu'il en retire. L'entreprise, nous, on était évidemment favorable parce que ça permettait de finir ce maillon qu'on était incapable de réaliser. Et l'ONG, je pose la question à l'ONG, je lui dis, est-ce que ça te va? Parce que finalement, tu fais du business, est-ce que c'est pas risqué? L'ONG, son but, c'était d'électrifier l'Afrique. Sur base caritative, elle fait bon an, mal an, 4 villages par an. Ce qui est absolument ridicule aux bornes de l'Afrique. En s'adossant avec le business, elle augmente significativement son impact social en faisant 50-100 villages par an. Donc, on est dans une situation d'hybridation entre le profit et le non-profit. Et je crois vraiment que ce soit les ONG ou que ce soit les universités, elles apportent des éléments où l'entreprise sera incapable de le réaliser, mais permet d'aller plus loin dans l'impact et permet d'aller plus loin dans la performance financière. Pourquoi? Parce que vous vous doutez que c'est beaucoup plus facile de vendre une offre où vous tenez compte de cette partie formation de vos clients, plutôt qu'une offre où vous êtes juste en train de produire, d'installer, et ensuite vous partez. Donc, plus on travaille l'impact social ou l'impact environnemental
d'un produit et service, plus on sécurise ou on maximise la performance financière. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé le risque ou l'opportunité la plus importante. Je vais vous donner un autre exemple. Une entreprise de poissons et fruits de mer, française. Cette entreprise, elle avait décidé d'acheter un certain nombre de pêcheurs de tourteaux en Bretagne et avait fait un gros chèque pour pouvoir les acheter. Elle n'avait pas fait toutes les études environnementales, d'évolution de la biodiversité, d'évolution du poisson, enfin du tourteau en l'occurrence. Elle a fait cet investissement il y a 7 ans. Depuis 2 ans, pour ceux qui vont en Bretagne, vous devez le savoir, il y a beaucoup moins de tourteaux. Il n'y a plus que des araignées de mer. Or, ce n'est pas du tout les mêmes techniques de pêche. Conclusion, cette entreprise a dû arrêter cette activité qu'elle a achetée il y a 7 ans. Donc, le fait de faire les études environnementales préliminaires vous sécurise la performance financière, vous évite de perdre de l'argent en faisant des investissements qui, du coup, ne rapporteront pas. Et à l'inverse, plus vous analysez, si je reste sur cet exemple, plus vous analysez l'évolution des poissons et fruits de mer en amont, plus vous pouvez le pricer de manière différenciée vis-à-vis de vos clients. Plus c'est difficile d'accès, d'avoir tel ou tel poisson, plus c'est logique que ce soit plus cher pour le consommateur. Donc vous voyez bien que l'articulation entre performance environnementale et performance financière, elle est extrêmement précise. Mais toujours à partir du moment où vous travaillez sur la donnée, où vous travaillez de manière articulée entre financier et RSE. Parce que le risque qu'on a aujourd'hui, si j'essaye de conclure et de prendre un peu plus de hauteur avant de passer aux questions, aujourd'hui, vous l'avez compris, le gros problème qu'on a, c'est que souvent, finance et RSE sont en silo. C'est-à-dire, d'un côté, les financiers vont essayer d'avoir la performance financière la plus importante, et de l'autre côté, les directeurs RSE, avec beaucoup de bonne volonté, vont essayer d'améliorer l'impact de l'entreprise. Mais ce raisonnement en silo, et la DSE nous l'enseigne, est un véritable problème, parce que finalement, ce n'est pas ça qui va faire changer les modèles d'entreprise. Tout est lié, comme le dit le pape François à plusieurs reprises. Donc, l'option que je préconise, et ce sur quoi j'accompagne mes clients, c'est justement de repartir de la donnée pour analyser la donnée financière, environnementale et sociale, pour objectiver quels sont les enjeux clés d'un modèle d'affaires, pour ensuite travailler toujours en combiné le financier et le ESG, parce que c'est la combinaison des deux qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions, pour ensuite étudier toutes les solutions existantes vous permettant de maximiser l'impact social, l'impact environnemental et du coup, votre performance financière derrière. Que ce soit pour la sécuriser, parce que vous avez tenu compte d'un risque, ou que ce soit pour la maximiser, parce que vous avez tenu compte d'une opportunité. Si je vous reprends l'exemple tout à l'heure que je vous donnais sur est-ce que je travaille le contenu carbone d'un produit? Si je le travaille, ça me permet de faire des offres bas carbone. Donc, je suis bien en train de proposer à mes clients je dirais, une valeur extra-financière que je veux monétiser. Donc, si je résume, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un certain recul de la RSE. Et ce recul, il est sur plusieurs aspects, notamment parce que la RSE a suivi une approche qui est extrêmement réglementaire. L'objectif, c'était de mettre en place la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, et de faire du reporting. Nous savons bien que ce n'est pas ça qui va changer les modèles d'affaires des sociétés. Ce n'est pas ça non plus qui va permettre aux entreprises d'être plus résilientes. Donc, l'approche est louable dans la mesure où elle donne beaucoup plus de transparence aux impacts sociaux et environnementaux des entreprises, mais elle ne permet pas de réduire l'impact, enfin de lutter contre le changement climatique, de lutter contre la chute de la biodiversité ou de réduire les inégalités. Elle est juste en train de présenter les choses. Autre élément qui est problématique aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises se dispersent dans les sujets, à trop vouloir faire en sorte que la RSE soit un catalogue qu'on veut appliquer en tout temps, en tout lieu,
on se met à mettre en avant un certain nombre d'enjeux RSE qui sont finalement secondaires par rapport au modèle d'affaires, par rapport aux produits et services de l'entité. Et cette dispersion, elle est néfaste pour l'entreprise, qui disperse ses moyens financiers, mais aussi pour le climat, pour l'environnement, pour la société. Parce que finalement, on veut corriger certains sujets, mais l'utilité propre des produits et services de cette société ne sont pas améliorés. Et parfois, il y a un certain cynisme, c'est-à-dire que certaines entreprises vont se dire « Ah bah, on va améliorer beaucoup les enjeux de diversité, mais justement, c'est une entreprise fossile. Donc, on s'attendrait à ce que le premier sujet soit le sujet carbone. » Donc, il y a aussi une question de dispersion au sens de dérivatif. Et enfin, un dernier élément, la RSE aussi subit les accusations d'idéologie. Et là aussi, c'est un peu lié. C'est que si on considère la RSE comme un catalogue qu'on va appliquer en tout temps, en tout lieu, bah, on va appliquer certains sujets qui correspondent moins au modèle d'affaires de la société. Donc le fait de revenir à l'analyse de données, de revenir aux enjeux clés d'un modèle d'affaires, évite cette accusation d'idéologie parce que justement, vous collez à ce qui est le plus pertinent pour le modèle d'affaires de la société. Donc, pour moi, il est urgent et impératif de travailler main dans la main entre financiers et RSE, en repartant de l'analyse de la donnée pour objectiver quels sont les sujets clés d'un modèle d'affaires, en articulant performance sociale, environnementale et financière, comme le proposent Jean-Paul II et Benoît XVI, en faisant en sorte que nos modèles de développement combinent des facteurs financiers, des facteurs humains, des facteurs environnementaux, de façon à prioriser les sujets en fonction de l'impact et du lien avec la performance financière. Donc finalement, je trouve que la DSE a encore une richesse insoupçonnée dans son principe écosystémique qui peut servir les entreprises aujourd'hui parce que tout est lié. Merci. Alors, j'ouvre aux questions. Je vais répéter les questions pour tous ceux qui nous suivent à distance, mais n'hésitez pas. Et merci d'avance à la première personne qui posera la question. Oui. Merci pour cette exposé limpide et enthousiasmant. Merci. C'est deux remarques, donc deux questions. La première, c'est que vous faites état de données financières et extra-financières. Dans la réalité, les données dites extra-financières s'avèrent être très vite des données financières, avec un impact financier. Mais défions-nous de trop catégoriser l'une avec l'autre, parce qu'en fait, à la fin, elles peuvent être toutes financières. Ça, c'est mon premier. OK. Ma deuxième, c'est que vous parlez beaucoup de la direction financière et de la direction RSE. Dans la réalité, et de décisions qu'elles peuvent prendre, dans la réalité, elles fournissent des éléments de décision à la direction stratégique et opérationnelle, et c'est dans ce sens qu'elles ont un impact critique pour faire en sorte que la direction stratégique et opérationnelle prenne les bonnes décisions. Alors, je vais répéter les remarques pour ceux qui nous suivent à distance, remarques auxquelles je souscris tout à fait. Donc, il y a des données financières, il y a des données extra-financières, mais évidemment, les deux sont extrêmement liés, c'est-à-dire que les données extra-financières ont un impact financier. Première remarque, et je vais revenir dessus. Et deuxième remarque, c'est que oui, dans mon discours, j'ai séparé direction financière et direction RSE, et évidemment, l'enjeu, c'est la valeur complète pour l'entreprise. Je suis complètement d'accord avec vous, hein, évidemment. Et du coup, l'un des sujets, pour déterminer cette articulation, l'une des premières étapes qu'on fait, ça va être notamment de chiffrer financièrement les enjeux ESG. C'est-à-dire de se dire, finalement, le sujet de l'eau, le sujet du carbone, le sujet de la sécurité au travail, quel va être l'impact en termes de risque ou d'opportunité, et quel va être l'impact financier pour la société. Parce que ça contribue à permettre de faire cette structuration. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que les sujets n'ont pas la même façon d'être chiffrés. Je vous donne un exemple. Un sujet autour de l'eau. Si je veux chiffrer financièrement l'eau en fonction de son prix de marché,
je vais être à 3 €, 4 € le mètre cube. Il est très vraisemblable que pour une entreprise, ça n'a pas beaucoup d'impact, parce que l'eau n'est pas chère. Voilà. Et donc, si je dois réduire ma consommation d'eau en me basant sur le prix de marché, je ne le ferai jamais. En revanche, si par exemple, vous avez des usines dans les Pyrénées-Orientales, dans les Pyrénées-Orientales, vous avez des sécheresses. Et si votre usine utilise beaucoup d'eau, le préfet, il va devoir faire le choix entre, eh bien, je dois abreuver ma population ou je fais fonctionner les usines. Et il fait toujours le même choix. Il dit, bah, les usines, vous arrêtez pendant 1 mois de travailler. Et là, vous avez un deuxième effet financier. C'est-à-dire que quel va être votre impact financier? Ce ne sera pas les 3 € ou les 4 € le mètre cube, ce sera 1 mois de production que vous n'aurez pas. Et quand vous voyez les statistiques sur l'évolution du stress hydrique, bah, ce mois de production, il deviendra peut-être 2 mois dans 5 ans, 3 mois dans 10 ans, et ainsi de suite. Donc, le chiffrage financier des sujets ESG, il est critique parce qu'il vous permet de prendre les bonnes décisions et de travailler le bon angle. En l'occurrence, sur l'eau, là, dans l'exemple que j'ai cité, le bon angle, c'est quoi? C'est de travailler votre exposition au stress hydrique. Voilà. Merci en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et pour vous donner un autre exemple que j'ai trouvé très intéressant, peut-être pour la deuxième remarque, j'étais chez un private equity la semaine dernière, assez important de la place, où j'explique la démarche. Alors, je parle un peu moins de DSE, beaucoup plus de RSE, mais j'explique la démarche et de l'importance de la valeur extra-financière d'un business. Et je trouve que le PI, donc le fonds d'investissement, a eu une très bonne remarque. Il me dit, mais Olivier, moi je suis un PI, j'arrive dans une société, je veux optimiser la performance financière de cette société. Donc la RSE, je vire tout le monde. Les parties qui ne fonctionnent pas, je saucissonne et je vends. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a une valeur extra-financière au business et que cette valeur extra-financière, si je la comprends bien, je peux l'articuler à la performance financière et au moment où je vends dans 5 ans, dans 7 ans, je peux la monétiser. Je dis, je ne l'aurais pas aussi bien dit, mais c'est exactement cela. Pourquoi il peut la monétiser? Parce qu'en fait, on articule robustesse et performance. Et une entreprise plus robuste, ça a une valeur. Donc, il faut arrêter de supprimer la RSE, il faut plutôt essayer de bien définir quels sont les sujets sociaux, environnementaux les plus critiques pour ce modèle d'affaires et faire en sorte que ces impacts-là soient vraiment pris en compte dans le modèle d'affaires de la société. Donc, ça rejoint ce que vous dites, c'est qu'on est bien en train de parler de la valeur de la société. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Alors, attendez, parce qu'il y a un micro, ce qui va nous aider pour le... Bonjour, Didier Louvet. Vous avez pris beaucoup d'exemples environnementaux, assez peu d'exemples sociaux. Parce que finalement, effectivement, on a, et je rejoins monsieur, c'est plus facile finalement de remettre une valeur économique à l'environnement, notamment à la pénurie, qui a un prix. Comment on travaille les enjeux sociaux, qui sont beaucoup plus compliqués à valoriser et à mettre aux données financières. Je parle du bien-être au travail, je parle de la santé mentale des entreprises, je parle du fameux niveau de salaire décent. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner de prise en compte de ces phénomènes? Merci beaucoup pour votre question. Dans mon précédent employeur, donc groupe de câbles électriques de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le sujet qui est ressorti, c'est notamment l'engagement des salariés. C'est-à-dire qu'on s'était rendu compte qu'il y avait une corrélation entre le niveau d'engagement des salariés et le niveau de performance financière de chacune des entités. Et du coup, on a articulé ça entre le carbone, l'engagement des salariés et la performance financière. L'engagement des salariés, on l'avait réparti en 5. D'un côté, tout ce qui était lié à la mission, c'est-à-dire est-ce que les salariés, le matin, ils comprennent ce pourquoi ils se lèvent et quels sont les clients qu'ils ont et quels sont l'objectif de la société, en l'occurrence l'électrification. Deuxième aspect, c'était tout ce qui était salaire, évidemment. Est-ce que je suis bien rémunéré? Est-ce que j'ai le salaire décent? Troisième élément, c'était tout ce qui était est-ce que la société me projette? Est-ce que j'ai une perspective dans la société? Est-ce que je suis capable d'être envoyé à l'autre bout du monde ou changer de poste? Ou est-ce que je suis ad vitam aeternam dans mon même poste?
Quatrièmement, c'était tous les enjeux de sécurité au travail. Est-ce que mon environnement de travail me permet, j'ai les ressources adéquates à réaliser mon objectif? Et le cinquième, que je n'ai pas comme ça, mais l'enjeu, c'était quoi? C'est que du coup, à chaque fois qu'il y avait un problème d'engagement, on était capable de voir exactement à quel endroit ça allait. Est-ce que c'était plus un sujet de salaire ou est-ce qu'au contraire, c'était plus un sujet managérial et ainsi de suite? Donc, il m'est tout à fait arrivé de mettre en place des modèles articulant aussi la partie sociale. Et je peux vous donner un autre exemple. Si vous regardez les états de durabilité d'un grand groupe télécom français, vous verrez qu'ils sont sur la rentabilité financière, la décarbonation et l'inclusion numérique. Qu'est-ce que c'est que l'inclusion numérique? C'est le fait que si vous tirez de la fibre optique en Afrique, vous avez un rôle d'inclusion sociale extrêmement fort. Donc, ce n'est pas social au sens des employés, mais c'est quand même social au sens de l'utilité sociale de votre modèle d'affaires. Et ce que j'aime beaucoup dans cet exemple, c'est que du coup, leur façon de résoudre les injonctions contradictoires a été d'avoir une sorte de priorisation géographique. En Afrique, on s'attend à ce qu'ils fassent de la croissance volumique, parce que l'Afrique a des besoins en termes de numérique qui sont très importants, et on s'attend à ce qu'il y ait du coup plus d'impact social lié à cela, alors que côté européen, on va plus focaliser sur la décarbonation, l'absence de croissance volumique, et du coup, vous avez les sujets E et S qui sont sectorisés en fonction je dirais, de priorités géographiques. Donc si, le social est très important. La grosse différence, vous l'avez cité, c'est qu'il est plus difficile à monétiser. Donc, du coup, dans le pilotage, on va souvent, je dirais, réfléchir par des ratios, plutôt que par un retour sur investissement combiné carbone et financier, parce que ça, c'est très simple à faire. Sur le social, on ne peut pas faire ça. Voilà, merci. Oui. Alors, attends 2 minutes. Ouais. Merci beaucoup. Oui, tout d'abord, un grand merci, Olivier, pour ta présentation qui est excessivement claire. Un commentaire par rapport à une de tes précédentes remarques et une question. Le commentaire sur la partie finance, aujourd'hui, 53% des deals M&A capotent parce qu'il y a une absence de performance ESG, pas de data, ou une très mauvaise performance. Donc, on retrouve là aussi dans le M&A très rapidement une façon de monétiser ou pas du tout son entreprise quand on souhaite la céder ou l'acquérir. Ma question, c'est sur ta dernière remarque ou ta conclusion, tu dis que tout est lié, mais en réalité, tout est lié, sauf les silos au sein de l'entreprise. Donc, d'une certaine manière, quels sont les best practices pour pouvoir dépasser les silos et justement permettre de lier les individus et avoir une performance RSE qui soit bien plus efficace et plus financière? Alors, je vais rentrer du coup un peu plus dans le détail. Merci Alexandre pour cette question. Quand on fait l'analyse des données financières, environnementales et sociales, l'idée c'est d'essayer de déterminer 2 choses. Les corrélations entre les différentes stratégies et les injonctions contradictoires. Les corrélations, ça va être quoi? Ça va être de se dire, finalement, si j'analyse l'empreinte environnementale, par exemple, je vais reprendre mon exemple de câble électrique. Si je regarde mon empreinte ressources, mon empreinte eau, mon empreinte biodiversité, mon empreinte carbone, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'à chaque fois, la partie conducteur, cuivre, aluminium, elle est énorme. Donc, ça veut dire que j'ai une corrélation. Ça veut dire que si je travaille le contenu recyclé, je vais pouvoir améliorer toutes mes empreintes environnementales. Donc là, j'ai un choix. Soit je prends un objectif carbone, un objectif eau, un objectif biodiv, un objectif ressources, et je suis en train de me disperser. Je suis en train de perdre mes employés qui, du coup, se disent il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, et ainsi de suite. Soit je prends un objectif contenu recyclé qui me permet d'avoir un enjeu clé du business que je réalise. Donc, pour pouvoir embarquer les gens, le premier sujet, c'est de simplifier l'équation, de revenir à ce qui est critique pour le modèle d'affaires en analysant les corrélations. Premier élément. Deuxième élément, les injonctions contradictoires. Elles sont très importantes parce qu'elles existent. C'est-à-dire, si je vais croître d'un point de vue volumique, forcément, ça va me poser des problèmes sur la décarbonation. Si je veux améliorer la sécurité au travail de mes employés, je vais devoir dépenser de l'argent. Ça va me coûter en termes de profit. L'idée,
est d'identifier ces injonctions contradictoires et de les poser. Pourquoi? Parce que tant que je ne les ai pas posées, eh bien, en fait, tous les employés, ils vont y être confrontés dans leur quotidien. Dans chacune de leurs décisions de CAPEX, d'OPEX, et ainsi de suite, ils vont y être confrontés. Si je les ai posées et que je les ai résolues, je suis capable d'embarquer les gens parce que je suis en train de résoudre leurs problèmes. Et donc, il y a plein de possibilités. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure d'un groupe télécom qui fait une priorisation géographique. Ben, si je suis en Afrique, je sais ce que je dois faire. Je dois faire de l'impact social, inclusion numérique. La décarbonation est secondaire. Si je suis en Europe, je sais ce que je dois faire. Là, ils ont résolu les injonctions contradictoires en donnant des objectifs qui soient différenciés selon l'endroit où ils sont. Donc, pour moi, la meilleure façon d'embarquer les gens, c'est justement de revenir à ce qui est cœur métier, ce qui est cœur business, et que ça soit assez simple à comprendre. On parle de 2, 3, 4 sujets majeurs, de façon à ce que les décideurs, les managers, ils soient capables d'avancer sans buter contre quelque chose qu'ils ne peuvent pas franchir, un obstacle qu'ils ne peuvent pas franchir. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, Pierre Espelin, une petite question. Il existe selon moi une économie qui réconcilie parfaitement les deux sujets, un profit juste et puis une recherche d'un impact environnemental et social durable, c'est l'économie sociale et solidaire dont vous n'avez pas parlé. Comment on peut faire pour effectivement faire que l'économie classique s'en inspire un peu mieux et utilise ces recettes? Alors, j'ai quand même mentionné le fait que je crois fondamentalement à la nécessaire hybridation entre le monde de l'ESS et le monde économique. Pourquoi? Parce que notamment, le monde de l'ESS a des compétences que le monde économique n'a pas. Mais en revanche, je pense aussi que le monde économique a des compétences que le monde de l'ESS n'a pas. Dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, l'ONG qui travaillait sur des enjeux d'électrification de villages, en fait, elle n'était pas du tout à l'échelle du problème social, puisqu'on parle de 600 millions d'Africains sans électricité, 50% du continent. Donc, toute seule, l'ESS ne résout pas le problème que je trouve très intéressante à rechercher. Il y a eu plusieurs tentatives. Vous avez en tête notamment les tentatives de social business, par exemple, de Mohamed Younous, qui est aujourd'hui président du Bangladesh, et dont Emmanuel Faber chez Danone a fait des essais du côté de Danone. Mais vous voyez que ça a quand même été un peu en demi-teinte, ces essais-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de performance financière, finalement. Donc, personnellement, je crois plus à l'hybridation entre les deux, pour être un moyen d'aller plus loin, plutôt que de raisonner ESS d'un côté et économie classique de l'autre, parce que sinon, on va continuer de ne pas se parler et en fait, on n'atteindra pas l'objectif collectif que nous avons en termes climatiques et en termes sociaux. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question, je ne sais pas, don Pascal André? Ouais. Merci beaucoup pour la présentation, Olivier, qui était très claire. J'avais un peu une question sur la question plutôt de la régulation publique, parce que dans mon dernier travail, là je m'appelle Gabriel Malek, je suis au Bernardin aujourd'hui, mais avant je faisais du conseil en post-croissance pour les dirigeants d'entreprise, plutôt des ETI, PME, et donc quand elle m'a dit des choses ambitieuses sur les questions par exemple de valeur, et la compta multicapitaux, sur les questions de modèle d'affaires, sortir d'une approche volumique, tout ça, il y avait quand même parfois une baisse du profit. Or, on est dans un monde de concurrence assez forte, avec un peu une sorte de primo-vice sur le critère financier. Et du coup, est-ce que vraiment on peut imaginer un vrai changement d'entreprise sans une régulation publique qui, assez forte? Et donc peut-être pour préciser la critique sur la CSRD, est-ce que tu penses que c'est nécessaire ou que les boîtes pourraient bouger sans pour autant avoir un protectionnisme ou ce genre de choses? Alors, je pense que la réglementation est nécessaire, de toute façon. C'est-à-dire, il faut qu'en effet, il y ait de la réglementation sur les enjeux les plus critiques, qui, sans réglementation, les entreprises ne bougeront pas. Après, je pense que la CSRD était assez louable parce qu'elle apportait un instrument de mesure et de génération de données, justement, données qu'on utilise pour changer les modèles d'affaires. Donc, tout ça, c'est très louable. Mais il y avait un peu une logique de liste à l'après-vert qui, elle, est perverse parce que finalement, on oublie le but, l'objectif, pour être dans une logique d'accumulation. Donc, je pointe plus du doigt
l'usage qui a été fait de cette réglementation, plus que la réglementation elle-même. Je pense fondamentalement que la réglementation est nécessaire. Et après, est-ce que tout ça génère une baisse de profit? Parfois. Parfois. Je vous donne un autre exemple que j'ai échangé avec quelqu'un dans la salle il y a quelques temps. Une entreprise qui me disait « Olivier, je veux faire de la croissance volumique à plus 20%. Voilà. Mais je veux aussi respecter mes engagements de décarbonation. » Je dis « Très bien. Eh bien, on va analyser les choses. On va analyser le plus 20%, combien est-ce qu'il va rapporter des EBITDA en plus. Et la trajectoire de décarbonation, si je projette chacun des leviers, je vais devoir mettre plus d'argent sur la table. » Eh bien, il y a un moment où les deux ne marchent pas. Il y a un moment où, finalement, l'EBITDA additionnel apporté par la croissance volumique ne couvrira pas le coût additionnel lié à la décarbonation. Et donc, peut-être que la solution, ce n'est pas du plus 20%, c'est du plus 15%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par la donnée, vous êtes quand même capable de résoudre les injonctions contradictoires pour une société donnée, dans son univers, et que ce n'est pas blanc ou noir. C'est pas, voilà, peut-être que c'était pas plus 15%, ça aurait été plus 10%, qu'importe. Le sujet, c'est ça vous permet de résoudre les injonctions contradictoires. Merci. Merci beaucoup, Gabriel. Je reste là, je suis pas loin. Oui, nous allons conclure. Merci infiniment, Olivier, pour cette conférence très claire, très éclairante. Merci pour les nombreux exemples que tu nous as donnés qui permettaient vraiment de bien comprendre ce que tu voulais nous partager. Moi, je retiens que tu es vraiment inspiré par la doctrine sociale de l'Église, ça se sent, et que cette doctrine sociale de l'Église, eh bien, elle te permet d'innover. Et moi, je suis convaincu qu'il y a une nécessité de la formation de la doctrine sociale de l'Église, et ça, on essaie de le faire de toutes sortes de manières, mais qu'il ne suffit pas de se former. Ensuite, il faut apporter vraiment quelque chose de nouveau, et cette capacité à transformer, de contribuer très concrètement à transformer les entreprises, je trouve ça très, très louable, même très enthousiasmant, stimulant. Donc, il faut que cette doctrine sociale de l'Église ne soit pas juste un moyen d'évaluer ce qu'on fait en termes moral, bien, mal, voilà, soit juste à aider à établir des critères de jugement. Je pense que c'est vraiment une source d'inspiration pour innover. D'ailleurs, ça me permet de parler aussi de 2 secondes d'Ora et Labora, qui est une association qu'on a créée il y a quelques années, qui porte plusieurs engagements de formation, comme le parcours de formation finance intégrale, en train de rédiger et de finaliser un guide pratique de l'investissement intégral. Il y a la journée de la finance intégrale, et on a lancé en septembre un pôle prospective et innovation, justement, pour que la société de l'Église apporte quelque chose. Olivier est dans ce pôle, et on aura certainement l'occasion d'en reparler du travail effectué le 5 mai prochain, la journée de la finance intégrale. Donc, notez ce rendez-vous dans vos agendas. Je vous invite aussi à lire le 100e cahier Pro Persona qu'on vient de publier, qui est un numéro spécial avec 2 pages de plus, mais qui est surtout un cahier qu'on a voulu tourner vers l'avenir, programmatique, c'est-à-dire on a recensé les thématiques qu'il faudrait que la doctrine sociale de l'Église aujourd'hui approfondisse, traite. Bien sûr, on pense à l'IA, mais il y a plein d'autres domaines. Et donc, on a recensé dans ce cahier les domaines qui ont besoin d'être travaillés. On donne un peu une ligne de travail, de réflexion, de recherche pour les prochaines années. Donc, je vous encourage vraiment à lire ce cahier pour vous imprégner en fait des enjeux qu'on a devant nous en termes de doctrine sociale de l'Église. Nous reparlerons d'ailleurs de doctrine sociale de l'Église à la prochaine conférence Procléro qui aura lieu ici le 17 mars, où nous entendrons le père Jacques-Benoît Raucher, qui est un dominicain du couvent de Lyon,
Alors, je vous passe tous ces titres, mais bon, il est surdiplômé. Hein, il enseigne la théologie morale à l'Université catholique de Lyon. Il connaît bien la doctrine sociale de l'Église. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Il a écrit, entre autres, L'Église catholique est-elle anticapitaliste? Hein, il écrit beaucoup d'articles dans des revues spécialisées sur l'Église. Et le thème de sa conférence au mois de mars, ce sera « Dans la vie et l'activité économique, comment faire pour ne pas perdre son âme dans une structure de péché ?» Ça promet, hein, ça promet. Hein. Voilà, donc notez bien le 17 mars, ici même, pour la prochaine conférence Procléro. Vous pouvez réécouter, bien sûr, la conférence d'Olivier Chevreau. Vous la trouverez sur le site de Procléro très vite, dans quelques heures ou demain, je ne sais pas exactement. Donc n'hésitez pas à aller la réécouter et même à la diffuser parce qu'elle est très pédagogique. Voilà, merci encore Olivier pour ta présentation de ce matin, pour tout ton travail, ton engagement. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence fidèle, que ce soit en présentiel ou en web. Et puis je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, une belle fête, une belle année nouvelle bénie à tous les vôtres. Et puis je vous souhaite une bonne journée et rendez-vous au 17 mars, ici même, à 8h30.